Les élections présidentielles et législatives auront bel et bien lieu le 14 février prochain au Nigeria. La date a été confirmée hier par la commission électorale. Bras de fer entre le gouvernement mexicain et les milices locales, ces dernières refusent de désarmer. Enfin, jour J pour la ville de Mons en Belgique, elle devient officiellement ce samedi la capitale européenne de la culture. C'était là les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le Sénat congolais a amendé vendredi le projet de loi électorale à l'origine de violences meurtrières dans le pays. La Chambre haute a adopté un test modifiant l'article le plus litigieux du projet. Le test du Sénat impose un respect des prochaines échéances électorales, alors que le projet du gouvernement adopté par les députés ouvrait la possibilité d'un report de la présidentielle censée avoir lieu dans le pays fin 2016. Il appartient maintenant aux députés et aux sénateurs de parvenir à un consensus, faute de quoi l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Quelques personnalités et citoyens congolais se prononcent ici sur l'amendement du Sénat. Il y a eu beaucoup de tohu-bohu dans cette affaire. Les gens ont donné une perception de l'article 8 qui était complètement erronée. Alors actuellement, en tenant compte effectivement de tout ce qui a été dit autour, nous avons voulu apaiser l'opinion en conciliant les deux points de vue. Donc nous prenons en considération. Les élections présidentielles et législatives de février auront bien lieu à la date prévue au Nigeria. La commission électorale l'a réaffirmé hier vendredi, ceci malgré les inquiétudes sur les délais de distribution de millions de cartes d'électeurs. Alors que le conseiller national à la sécurité du Nigeria, Sambo Dasuki, avait déclaré que les élections devaient être reportées, le président de la commission électorale nationale indépendante a affirmé que le 14 février est bien maintenu pour la tenue des élections prochaines. Nous avons publié le programme de ces élections il y a un an, au 14 février, et nous avons été très occupés de respecter cet agenda avec précision. 30 millions de cartes d'électeurs n'auraient pourtant toujours pas été distribuées. Des menaces pèsent sur la sécurité des scrutins avec la fuite de centaines de milliers de personnes face aux avancées du groupe armé Boko Haram dans le nord-est du pays. Fief du Congrès progressiste, le principal parti d'opposition avance que le résultat des élections serait remis en cause si les habitants déplacés ne pouvaient pas voter. Le conseiller à la sécurité Dasuki a réitéré ses inquiétudes ce vendredi, ajoutant qu'il ne voyait pas comment il serait possible de distribuer 30 millions de cartes d'électeurs au cours des 2 prochaines semaines. Mais le chef de la commission électorale a assuré que plus de 50 millions de cartes d'électeurs étaient prêtes sur un total de 68 millions et que plus de 4 millions de cartes avaient déjà été distribuées. Le Premier ministre tunisien désigné a présenté vendredi au président Bédi Caïd Essebsi un gouvernement dont le parti islamiste Ennahda est absent. Un gouvernement que le Premier ministre tunisien qualifie de gouvernement de compétence nationale et qui doit obtenir la confiance du Parlement avant d'entrer en fonction. Nida Tounes, vainqueur des législatives de fin octobre dernier, occupe plusieurs portefeuilles comme les affaires étrangères, la santé et le transport, selon la liste annoncée à la presse par Habib Essid. L'Union patriotique libre, troisième force au Parlement, avec 16 sièges sur 217, récupère notamment les Marocains du tourisme, de la jeunesse et des sports. Le gouvernement est pour tous les Tunisiens. Il vise la concrétisation des objectifs de la révolution, tels que la liberté et la dignité. Il entend consolider le processus démocratique et favoriser les principes du développement économique et social dans toutes les régions. Le Premier ministre tunisien a affirmé à la presse avoir choisi les membres de son cabinet à l'issue de rencontres et de consultations avec les représentants des partis politiques et des composantes de la société civile.
Il dit avoir entendu leur avis et leurs propositions concernant ce gouvernement et son programme de travail. Avant d'entrer en fonction, le futur gouvernement devra obtenir le soutien d'au moins 109 députés sur 217 lors d'un vote de confiance dont la date n'est pas encore connue. Direction maintenant le Togo. Les députés membres de la commission des lois se sont une fois encore réunis cette semaine autour du projet de loi sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui agitent la vie politique nationale depuis un moment dans ce pays. Mais faute de consensus, le vote n'a pu se tenir. La séance a simplement été reportée. Suivez plutôt la lecture qu'en font quelques personnalités politiques du pays. Ils interviennent au micro de Ferdinand Kovi, notre correspondant à Lomé. Pour certains, c'est à recommencer à zéro. Pour d'autres, c'est déjà avancé. Pour nous, nous disons que le vrai problème, c'est la mise en application des réformes. Donc, si tout le monde revenait à notre niveau, il n'y aurait plus de problème des réformes à l'Assemblée, mais de leur bonne application pour sortir le Togo de ces crises à répétition. Mais est-ce que ça peut se faire avant les échéances prochaines qui sont à notre porte? Je trouve que c'est possible. S'il y a bonne volonté, on a mis du temps à discuter sur les détails plutôt que d'aller droit au but. Il a été toujours constant dans sa démarche. Nous avons tout au début dit que nous étions ouverts à toute discussion pour que nous puissions aboutir à un consensus et aller vers les réformes. Ça a été notre position depuis le début. Mais malheureusement, c'est qu'en face de nous, on a constaté particulièrement du côté de l'ANC qu'ils avaient une position totalement figée. Alors par rapport à la proposition de loi qui a été introduite, l'article 90 de la Constitution dit clairement que les députés ont droit d'amendement. L'ANC a une position qui dit que le texte, la proposition de loi qui nous est soumise doit être votée en l'état. Et au début, il était question d'effet immédiat, c'est-à-dire que pour eux, il est hors de question que cette loi puisse disposer pour l'avenir. Il faut absolument que ça soit, qu'il y ait un effet rétroactif. Bon, nous nous sommes prononcés là-dessus. Malheureusement, les discussions que nous avons eues, ils sont restés figés sur leur position. Abordons maintenant l'actualité hors du continent africain par le Mexique. Le gouvernement affronte depuis plusieurs semaines des milices rurales qu'il avait lui-même légalisées quelques mois plus tôt. Il s'agit des groupes d'autodéfense constitués pour combattre les narcotrafiquants et qui refusent aujourd'hui de rendre les armes. Un dernier hommage pour les victimes d'une explosion de violence à Apatingan au Mexique. Dans cet état du centre-ouest du pays, le Michoacán, qu'on surnomme aussi Tierra Caliente, les autorités ont fait appel à des paysans locaux pour combattre un gang de narcotrafiquants alors très actifs dans la région. Leur milice d'autodéfense, jusqu'alors illégale, a été institutionnalisée en mai dernier. Mais lorsque l'État a voulu reprendre leurs armes, une partie de ces policiers ruraux, comme on les appelle, se sont rebellés. Les gens commencent à voir que le gouvernement lui-même attaque des civils, Les gens deviennent furieux. On est furieux. Et maintenant, c'est tout le monde contre tout le monde. Les premiers mois de la collaboration entre le gouvernement et les milices avaient pourtant été fructueux. La plupart des leaders du cartel ont été arrêtés ou abattus. Mais malgré ces succès, certains ont rapidement tiré la sonnette d'alarme, dénonçant la présence de criminels dans les rangs de la police rurale. Pour protéger la région, ils ont autorisé des gens qui avaient un passé criminel à faire partie de la force rurale, à être armés, à gagner du pouvoir. C'est ça le problème. Début janvier, l'hôtel de ville d'Apatingan a été le théâtre de violents combats, alors que les forces fédérales tentaient d'en reprendre le contrôle, et un milicien a été tué. Mais quelques heures plus tard, une protestation a dégénéré et 8 autres personnes ont trouvé la mort. Selon les autorités, la plupart des victimes ont été tuées par des balles perdues. Les survivants, eux, décrivent une exécution.
Les garçons étaient en train de se rendre. Et la police fédérale leur a demandé de se mettre à genoux. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'étais sur le point de le faire. Ils les ont fait s'agenouiller et ils leur ont dit « Vous êtes foutus, sale chien !» Et ils les ont abattus. Les événements du Michoacán sont un nouveau scandale touchant l'administration du président Enrique Peña Nieto, 4 mois après l'enlèvement et le probable massacre de 43 étudiants dans l'état voisin du Guerrero. Une centaine de personnes ont déjà été arrêtées dans cette affaire qui a mis en lumière les liens troubles entre certaines autorités locales et le crime organisé. Ce samedi, la ville de Mons, en Belgique, deviendra officiellement la capitale européenne de la culture. Hier encore, les préparatifs allaient bon train pour ce grand événement. Mons, en pleine ébullition. Tout le monde s'active sur la Grand Place pour un week-end de fête. Située au sud-ouest de la Belgique, au cœur d'un bassin industriel en crise, cette ville de 100 000 habitants possède pas moins de 4 trésors architecturaux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont son beffroi baroque. Avec Pilsen, en République tchèque, elle est capitale européenne de la culture cette année. Une opportunité pour Mons de se faire connaître au-delà de la Belgique. Qu'est-ce que j'attends? L'engouement surtout, que notre ville elle soit mise un peu sur le devant de la scène. Déjà que Mons c'est une ville où les personnes sont bien joyeuses, mais là je pense que moi je vois que de la bonne humeur pour Mons 2015. Et pour cultiver cet optimisme, une programmation de haut vol avec entre autres la grande fête d'inauguration le 24 janvier où sont attendues plus de 100 000 personnes, 2 expositions consacrées, l'une à Van Gogh et l'autre aux personnalités marquantes de la ville. Il y aura la mise en valeur de talents locaux, mais il y aura aussi la mise en valeur et l'accueil d'artistes européens qui effectivement échangeront leurs valeurs et leur savoir-faire avec les artistes de chez nous. Je pense qu'on peut considérer qu'on a une programmation de très haut niveau et de niveau européen. Mons 2015, c'est aussi un tremplin qui fait déjà rêver certains, comme le sculpteur sur grillage Cédric Verdure, originaire de Nantes en France. Être dans la programmation de la capitale européenne de la culture, pour un artiste, c'est une belle date, c'est une consécration, pour ainsi dire. C'est les portes de l'international après l'Europe. C'est pour moi une date qui me permet de rêver à New York, qui me permet de rêver à un paquebot qui traverserait tout l'Atlantique pour amener mes sculptures jusqu'en Amérique. Pour les organisateurs, être capitale européenne de la culture, c'est bien plus que l'organisation d'expositions et d'événements. 2015 n'est qu'un début. Tout, petit à petit, va se construire. La métamorphose ne se décrète pas. Elle est un mouvement qui va aussi continuer après 2015 et perdurer. Et qui va s'accompagner, j'espère, d'une métamorphose des esprits. Je pense qu'en 2015 et après 2015, on ne vivra plus la culture à Mons de la même manière, on ne vivra plus ensemble de la même manière, on partagera mieux, on se parlera plus. Et je crois que véritablement, et on en voit déjà des signes, il y a quelque chose qui est en route là et qui est irrévocable. Et même si des chantiers sont encore en cours et qu'une sculpture monumentale a dû être démontée suite à des problèmes d'affaissement, Mons ne se laisse pas abattre. Tout comme Lille en 2004, elle espère à son tour réussir cette année, capitale. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.